Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire dans le cadre du Safari des métiers du numérique. L'objectif, c'est de vous aider à vous y retrouver sur la reconversion professionnelle dans les métiers du numérique. Petite tour sur l'événement. Donc, le Safari des métiers du numérique, c'est un événement annuel qui est dédié à l'emploi et à la formation dans la filière numérique, qui est piloté par l'association ADN Ouest, représentée aujourd'hui par Céline Brugnot. C'est un événement qui aujourd'hui fête sa cinquième édition à Nantes. L'objectif de cet événement, c'est vraiment de réunir l'ensemble des acteurs et actrices de l'écosystème numérique, entreprises, organismes de formation et partenaires de l'emploi pour vous permettre d'enclencher efficacement un projet de reconversion professionnelle. Safari des métiers, comme son nom l'indique, historiquement, l'événement a dans son programme des visites d'entreprises avec un bus prévu pour l'événement. Crise sanitaire oblige, on a dû réadapter le programme. Et donc, cette année, on vous propose, avant l'événement qui a lieu le 21 septembre prochain à Nantes, des temps de rencontre avec tous les partenaires de l'édition 2021 pour vous présenter leur engagement en faveur de la reconversion professionnelle, pour préparer votre visite aussi pour le 21 septembre, répondre à l'ensemble de vos questions et vous permettre aussi de voir qui est présent sur l'événement, voir un peu comment on peut aussi quelles sont les portes d'entrée pour s'engager sur un projet de reconversion. Et donc, on a demandé aussi à des personnes qui ont enclenché cette démarche de venir nous présenter leur parcours, leur métier, leur questionnement et le processus qui a été mis en place. Donc, aujourd'hui, nous accueillons ADN Ouest et l'école EPSI-WIZ, deux partenaires, organisateurs pour ADN Ouest et partenaires pour EPSI-WIZ sur l'événement, pour nous présenter leur engagement en faveur de la reconversion professionnelle en vue de pouvoir vous préparer pour venir continuer les échanges le 21 septembre prochain. Et puis, on accueille Paul et Morgane, qui sont deux témoins pour aujourd'hui, pour nous présenter leur parcours. Donc, avant de vous laisser la parole, j'aimerais commencer sur quelques chiffres clés. Donc, aujourd'hui, on estime que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore et qu'une bonne partie de ces futurs métiers seront dans le numérique, 85% quand même. Dans ce contexte, la connaissance du secteur et l'accès à la formation initiale ou continue sont quand même des enjeux prioritaires pour permettre à tous et à toutes d'intégrer le champ du numérique. Et si on revient un peu au niveau local, selon la dernière étude de l'Observatoire régional des compétences du numérique pilotée par l'association ADN Ouest, cette étude nous apprend que le numérique représente 7% des emplois en Pays de la Loire, soit 103 000 emplois. C'est bien ça, Céline? Parfait. On fait ça, à peu de choses près. À quelque chose près, merci. En 2020, les entreprises ont majoritairement recruté sur les postes de développement et test, développement commercial et marketing communication. Malgré cette crise sanitaire qui impacte quand même les recrutements, en tout cas surtout sur le début de la crise, le numérique reste un secteur qui recrute et les perspectives d'emploi à 3 ans sont plutôt favorables. Merci Céline pour ta présence. Léa, avant de laisser la parole à Paul et Morgane, est-ce que vous pouvez toutes les deux vous présenter? Alors, peut-être commencer par Céline, qui pilote aujourd'hui le Safari des métiers et l'ORCN. En quelques mots, que fait ADN Ouest? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, ADN Ouest, c'est une association et l'acronyme d'ADN, c'est Agir pour le développement du numérique dans l'Ouest. Donc, c'est une association qui est un réseau de professionnels, donc qui fédère des entreprises, des écoles qui forment au numérique, différents types d'entreprises, aussi bien des entreprises prestataires du numérique que des entreprises utilisatrices du numérique. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vision globale sur la filière. Donc, évidemment, aujourd'hui, nos adhérents, ils ont énormément de besoins de recrutement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on met en place des actions sur l'emploi et la formation et qu'on suit de manière assez précise depuis quelques années les tendances de la filière via l'observatoire que mentionnait Mélissa. Merci beaucoup, Céline. Même question, Léa, est-ce que tu peux nous présenter les écoles, EPSI et WIZ, partenaires de l'événement aussi du Safari? Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous le précisez, notre chère animatrice au préalable, du coup, moi, je travaille pour les écoles EPSI et WIZ sur Nantes. Donc, l'EPSI, c'est une école d'ingénierie informatique. C'est la première école en France qui a été créée par des professionnels, qui a obtenu
son titre équivalent Bac+5. On en est très fiers. Et du coup, voilà, l'EPSI, elle forme les ingénieurs informatiques. Naturellement, WISE a découlé de sa grande sœur, comme on aime la présenter, en formant, du coup, en s'engageant, en tout cas, à former les futurs experts digitaux de demain. En termes de formation, on est sur des formats assez variés, puisqu'on peut proposer des formations à la fois initiales ou alors en alternance, sur un format un peu plus classique. Mais on est aussi engagé auprès des formations professionnelles ou encore des VAE. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Alors, si on revient à notre sujet du Safari des métiers, on parle de reconversion professionnelle. Pourquoi l'association ADN Ouest, qui à la base regroupe les décideurs du numérique de l'Ouest, a décidé de prendre ce tournant, de s'engager sur la reconversion, et quels sont les enjeux aujourd'hui pour l'écosystème et pour l'association de porter un tel sujet? Alors effectivement, en fait, ce qu'on observe quotidiennement, c'est qu'on a des entreprises adhérentes qui font face bien souvent à une pénurie de ressources. Donc l'association, pour répondre à cela, a mis en place des actions, d'abord plutôt auprès des jeunes, des collégiens, des lycéens. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, cette main-d'œuvre, elle est disponible que quelques années plus tard, alors que les entreprises, elles ont des besoins dès à présent, des besoins qu'elles ne peuvent pas forcément satisfaire pour des prestations pour d'autres entreprises, par exemple. Donc, c'est aussi le moment pour la filière de s'ouvrir à des cursus, à des profils non issus de filières informatiques en formation initiale, et donc de s'ouvrir, en fait, d'ouvrir un peu ses chakras sur d'autres types de profils pour répondre à ces besoins croissants. Donc voilà, c'est vraiment essentiellement pour s'ouvrir, pour éviter aussi d'avoir que des ingénieurs, parce que la diversité au sein des équipes, c'est aussi riche pour les entreprises. Donc voilà, l'idée, c'est d'être un peu gagnant-gagnant, d'avoir des compétences en interne et de pouvoir échanger un peu différemment et de ne plus qu'être entre ingénieurs. Alors aujourd'hui, ADN Ouest pilote notamment le Safari des métiers. On a parlé tout à l'heure de l'Observatoire régional des compétences du numérique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets et actions que vous pouvez porter pour justement insuffler cette question de la diversification des recrutements et d'amener un peu plus de reconversion au-delà des collégiens et lycéens vers les métiers du numérique? Alors tout d'abord, il y a le Safari pour lequel on est réunis aujourd'hui, mais il y a aussi un dispositif qui s'appelle Invest in Digital People, qui a été initié dans les Hauts-de-France il y a quelques années, et qui a fait ses preuves en fait, parce qu'en 5 ans, il me semble, je suis pas très sûre de mes chiffres, mais en tout cas, il y a plus de 500 personnes qui ont été formées et qui ont trouvé un emploi dans le numérique. Donc l'idée encore, c'est d'être sur un dispositif gagnant-gagnant. Ce qu'on a décliné en Pays de la Loire à partir de 2019, c'est de profiter de notre réseau d'entreprises adhérentes, de les sonder sur leurs besoins en termes de compétences, d'identifier en fait les besoins communs et de monter en fait des formations de demandeurs d'emploi à des métiers du numérique. Donc Paul pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ouvrir ses chakras. Il y a des besoins, il y a des postes qui sont non pourvus, il y a des personnes qui sont enclines à se reconvertir, changer de métier, découvrir une nouvelle filière. Donc c'est aussi des opportunités pour toutes les parties de s'y retrouver. Merci beaucoup, Céline. Et justement, on reviendra sur le programme Invest in Digital People un peu plus tard. Et je te rejoins sur aussi ce chiffre. Alors, moi, je le connais pour la région Bretagne, pour y être beaucoup. 3700 postes d'offres d'emploi ont été non pourvus en Bretagne, faute de candidats et de candidates. On parle vraiment de pénurie. Et aujourd'hui, les entreprises vraiment galèrent pour trouver les talents. Donc, on est vraiment dans la dernière enquête au RCN, c'est une entreprise sur 2 qui déclare avoir des postes non pourvus aujourd'hui. Chiffre intéressant, et donc ça laisse vraiment de la place à des profils en reconversion, mais on pourra en discuter après. Léa, vous êtes vous aussi engagée sur la reconversion, vous êtes aussi partenaire de l'événement. Comment sensibilisez-vous aussi bien entreprises que potentiels talents sur les métiers du numérique et faire que cette petite flamme s'allume pour les profils? Alors oui, on a vraiment à cœur de sensibiliser aussi bien le public que les entreprises sur les formations professionnelles, tout simplement parce qu'on est convaincu que ces profils-là ont énormément de choses à apporter aux entreprises
et parce que aussi, on se rend compte que ce sont des profils qui sont un peu différents de nos apprenants lambda. Généralement, ces personnes-là, en fait, quand elles entament une reconversion professionnelle, au-delà du projet professionnel, c'est pour certains un projet de vie. Donc, la motivation, elle est indéniable. Généralement, ils ont pris le temps de se renseigner. Enfin, voilà, ils savent pourquoi ils sont là. Et même si, en termes de technicité, ils peuvent peut-être se sentir un petit peu moins légitimes que des apprenants qui sortent d'un bac+5 et qui visent des postes d'ingénieur informatique. Ces profils-là, en fait, ils ont d'autres choses à amener aux entreprises. Généralement, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé, donc ils connaissent le milieu de l'entreprise. Comme je le disais avant, la motivation, elle est réelle. Donc voilà, on essaye au maximum de sensibiliser autour de nous et aussi juste préciser à tout le monde qu'en tant que centre de formation, on met en place des formations professionnelles. Donc pour y parvenir, généralement, on essaye de participer à différents événements pour se rendre à la fois accessible mais aussi visible. Donc voilà, depuis plusieurs années, on participe au Safari des métiers. Mes collègues du service relations entreprises qui, elles, se sont chargées en fait d'accompagner nos apprenants dans leur recherche d'alternance ont aussi déjà animé plusieurs fois des coachings avec des personnes demandeuses d'emploi et qui entament une reconversion professionnelle sur notamment comment rédiger un CV pertinent, mettre justement en avant des compétences auxquelles les personnes n'avaient pas forcément pensé, mais aussi et aussi sensibiliser aussi ces personnes sur le secteur du numérique, quelles entreprises recrutent, etc. Et également sur les métiers, parce que on a constaté en tout cas nous que les personnes qui veulent se reconvertir dans les métiers du numérique n'ont pas forcément de métier prédéfini. Ils savent qu'ils ont envie de faire ça, donc on essaye de les accompagner dans leur recherche, d'essayer d'identifier le métier en fait dans lequel ils pourraient être le plus épanouis possible et qui pourrait leur plaire. Donc voilà un peu comment nous on sensibilise. Après, on sensibilise aussi nos entreprises partenaires, puisque comme je le disais, on a un service relations entreprises. Son rôle est d'entretenir ce réseau. Et quand on a des apprenants qui sortent de formations professionnelles, comme Morgane par exemple, et qui ont la possibilité de poursuivre chez nous, par exemple en continuité d'études sur un bachelor, eh bien mes collègues du coup vont justement présenter ces profils-là de manière un peu différente, en mettant en avant des choses vraiment différentes. Mais on est dans une démarche où on y croit beaucoup et on espère qu'on pourra en faire de plus en plus. Merci beaucoup, Léa. Alors d'ailleurs, on parle de reconversion, de profils aussi qui ont un bagage. Aujourd'hui, qui peut se lancer dans une formation dans le numérique et est-ce que tu as quelles sont les opportunités ou un profil type à savoir, est-ce que vous avez des chiffres et de dire c'est plutôt 25 ans ou même 40, parce qu'on peut avoir aussi une image sur la reconversion. Justement, en fait, on n'a pas de profil type. En fait, tout dépend de la formation, puisque en fonction de la formation, si on a des entreprises partenaires sur cette formation qui s'engagent à prendre ces profils en contrat à l'issue de la formation, des fois, il peut y avoir des prérequis. Mais ça peut être des prérequis aussi bien le niveau d'études que l'expérience professionnelle. Donc ça va être certains types de formations. Au niveau des tranches d'âge, en fait, il n'y en a pas vraiment. Même si en tout cas, moi, je trouve que depuis quelques années, on peut avoir des profils en reconversion assez tôt. J'avoue, j'ai été assez étonnée. J'avais peut-être ce préjugé avant de me dire que les profils en reconversion, c'était des personnes qui avaient déjà pas mal d'expérience et donc une carrière déjà bien avancée. Eh bien, pas du tout. Ça peut être des jeunes de 21 ans, comme ça peut être des personnes de 40 ans. Bien au contraire, je trouve que ce type de formation, en tout cas, image plutôt bien la diversité des profils et les tranches d'âge. Après, je sais que pour certaines formations, notamment la formation consultant ERP qu'on a lancée cette année, on a été chercher des personnes qui n'avaient pas forcément d'expérience dans ce domaine-là, mais qui avaient des compétences qui pouvaient se rattacher à la formation. Donc, on a été chercher des personnes de tous les âges, en logistique, en commerce, également aussi en finance. Donc, voilà, en fait, chaque type de formation est vraiment très spécifique. Il n'y a pas de prérequis à proprement parler. Et je trouve que c'est toute la beauté de ces formations, en tout cas. Donc, justement, sur la partie consultant ERP, est-ce que tu peux juste nous définir qu'est-ce qu'un consultant ERP pour ceux et celles qui peut-être découvrent ce terme aujourd'hui?
Alors, c'est une très bonne question. Puisque, alors, je vais t'avouer très honnêtement que c'est pas moi qui ai porté cette formation, donc j'ai pas tous les tenants aboutissants du poste. Après, moi, je sais que j'ai accompagné un peu plus Morgane sur la POC développeur cybersécurité ou alors aussi la formation IDP. Donc là, je pourrais t'en dire un peu plus. Mais aussi, après, je sais que souvent les gens s'intéressent aux chiffres. Ça peut être rassurant de savoir, après une formation, comment on s'insère dans le milieu professionnel. Et dans la globalité, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en moyenne, 80% de nos apprenants qui sortent de ces formations trouvent un poste dans les 6 mois qui suivent la formation. De tous les cas, si on avait en deçà de 80%, on n'aurait pas les organismes derrière financeurs qui nous accompagneraient. Donc voilà, en tout cas, les chiffres sont au rendez-vous. Sur certains métiers, on a même du 100% et c'est très bien. Tout dépend de la demande des entreprises locales. Mais en tout cas, voilà, ces formations, elles ne sont pas anodines. Si elles sont lancées, c'est parce qu'il y a des réels besoins et l'insertion derrière, elle est au rendez-vous. En tout cas. J'attends que tu coupes ton micro pour éviter le. Merci, c'est gentil. Céline, on a vu aussi que la crise sanitaire avait impacté les recrutements. Une certaine attente s'est mise en place, en tout cas un arrêt des recrutements. On sent une certaine reprise aujourd'hui. Comment se passe cette reprise-là? Est-ce qu'il y a une place pour les profils issus de la reconversion sur les recrutements aujourd'hui? Alors effectivement, la crise sanitaire et plus particulièrement le premier confinement ont mis vraiment un gros coup de frein sur la gestion de projets numériques. Enfin, il y a eu un vrai arrêt. Il y a eu une reprise dès septembre 2020 et ça a repris très fort aussi. Mais par contre, on s'est aperçu qu'effectivement, les entreprises se sont un peu repliées vers des profils plus seniors, voilà, avec une plus grande expérience à la sortie du premier confinement. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, où effectivement, comme il y a une reprise et peut-être même reprise un peu plus forte qu'avant, on va continuer à s'ouvrir vers d'autres profils. Et ce que disait Léa sur le côté autres compétences que peuvent apporter les profils en reconversion professionnelle, je tenais aussi à appuyer ce propos. C'est vrai que quand vous êtes en reconversion, que vous avez déjà une expérience en entreprise, vous apportez aussi des connaissances métiers et ça peut être aussi très riche et très apprécié par les recruteurs. Et moi, un chiffre que je trouve aussi intéressant, c'est que cette année, sur le Safari des métiers, on a dû refuser des entreprises faute de place. Donc, c'est aussi montrer qu'il y a une vraie attente des entreprises, un intérêt aujourd'hui sur la reconversion, qu'on le voit de plus en plus prendre de place dans les formations. Donc, il y a voilà, une reprise qui se met en place. Effectivement, il y a des métiers qui demandent un bagage technique et un bagage de qualification, mais d'autres où on peut en tout cas trouver sa place. D'ailleurs, on en a parlé juste avant, Paul est là aussi pour en témoigner, Invest in Ital People, un programme parmi tant d'autres sur la reconversion pro pour permettre aux personnes et aux entreprises de commencer à intégrer des profils issus de la reconversion. Fin 2019, ADN West s'est lancé sur le lancement de ce dispositif avec 2020 une crise sanitaire, mais mine de rien, un projet qui a continué. Est-ce que tu peux nous présenter ce dispositif, les entreprises partenaires et où vous en êtes rendu aujourd'hui depuis 2019? Oui, alors tout à fait, comme je disais tout à l'heure, ce projet a été importé des Hauts-de-France vers les Pays de la Loire sous l'impulsion de quelqu'un qui travaille chez Delaware, avec pour idée aussi de mobiliser à la fois les ESN, mais aussi les donneurs d'ordre autour de l'emploi de personnes issues de reconversion professionnelle dans le numérique. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, d'abord, on va passer par une étape de recueil des besoins des entreprises. Alors, on sait que sur le bassin nantais, développeur Java a beaucoup la cote. Ensuite, on va chercher donc un organisme de formation partenaire qui va pouvoir assurer cette formation. Et en parallèle de ça, Pôle emploi va proposer aux candidats intéressés de passer un test en ligne pour tester en fait les aptitudes sur de l'algorithmie, de la logique, etc. Et donc, il faut avoir un certain score pour être ensuite sélectionné et pour passer à l'étape suivante qui est le job dating. Donc, l'idée, c'est bien que les entreprises qui sont partenaires de la démarche rencontrent les candidats, les sélectionnent collectivement pour qu'ensuite un candidat intégré au dispositif IDP puisse intégrer une
en CDI derrière à l'issue de sa formation. Donc c'est une formation qui dure de 400 à 600 heures en fonction aussi des financements dont on dispose. Donc comme tu le disais Mélissa, pour la première année en 2019, on a eu à peu près 13 stagiaires, donc de 18 ou 19 à 47 ans, donc effectivement des profils très variés. On avait un steward, voilà, quelqu'un qui était aussi déjà ingénieur mais dans un autre domaine, quelqu'un qui n'avait pas le bac, enfin voilà, donc des profils diversifiés. Là, cette année, donc en 2021-2020, bon, c'était un peu le coup d'arrêt, puis la première promo Java qui a intégré son entreprise. 2021, on a pu lancer 2 promotions, une promo développeur Java également, et une promo développeur data, dont la formation est assurée par l'EPSI. Au niveau des entreprises qui font partie du dispositif, on en compte à peu près une quinzaine. Je ne vais pas forcément toutes les citer, mais parmi les ESN engagés, on a S2I, on a Niji, on a Delaware. Parmi les donneurs d'ordre, on a UIRIS, qui a renouvelé aussi sa participation. La Banque Postale également. Il y a Sigma qui nous a rejoint cette année. Il y a Accenture. Enfin voilà, on a des entreprises qui sont présentes et qui ont leur engagement d'une année sur l'autre. Après, ce que je tiens à préciser quand même, ce qu'on a perçu par rapport à la première formation, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un véritable engagement des entreprises dans ce dispositif, dans l'accompagnement des stagiaires et puis dans leur montée en compétences aussi à l'issue de la formation. C'est une formation qui reste courte, donc il faut aussi savoir que quand on embauche des profils issus de reconversion professionnelle, il faut les accompagner une fois qu'ils ont intégré les rangs de leurs entreprises. Merci beaucoup, Céline. Alors, tu présentes Invest in Tech People. Je sais que les organismes de formation tels que EPSI, vous portez aussi des programmes tels que la POE, donc préparation opérationnelle à l'emploi. En quoi le dispositif Invest in Tech People est innovant au regard des dispositifs déjà existants? J'aurais tendance à dire que pour le coup, IDP, les entreprises sont vraiment partie prenante dans ce dispositif. Comme le disait Céline, en fait, ils sont intervenus sur tout le processus d'intégration. Donc, même nous, en tant que centre de formation, on a du coup co-construit le contenu pédagogique avec les entreprises pour s'assurer qu'on répondait bien à leurs attentes, bien à leurs besoins. Donc déjà, cette démarche pédagogique était bien présente avec les entreprises. Elle est également innovante, cette formation, déjà parce que nous, en tout cas, IDP, pour le développeur data, c'est une formation de 600 heures et non pas de 400 heures. Donc, très honnêtement, une formation de 600 heures permet une montée en compétences un peu plus possible. On ne devient pas développeur en 400 heures, ni même en 600 heures, hein, on va être honnête. Mais voilà, on va pousser un peu plus loin dans la technique, dans les technologies. Enfin, voilà, en termes de compétences en sortie de formation, on sera allé un peu plus loin, en tout cas, d'un point de vue pédagogique. Et comme le disait Céline, il est important, en tout cas, on estime que c'est important que les entreprises, elles suivent aussi leurs futurs collaborateurs pendant leur formation. Par exemple, hier, on a organisé du coup une soirée, enfin un after-work plutôt, avec les apprenants de la promotion et les entreprises partenaires pour qu'ils viennent justement, avoir un petit temps privilégié avec leurs futurs collaborateurs pour répondre aux questions, pour voir comment ça se passe. Donc moi, je trouve que l'accompagnement des entreprises, en tout cas, est vraiment plus poussif. Et pour le coup, je trouve ça plutôt chouette. Merci, Léa. Si je peux compléter, Mélissa, le propos de Léa, cette notion d'accompagnement, elle est aussi essentielle au regard de la fidélisation aussi des collaborateurs, puisqu'on est sur un marché, on l'a dit, pénurique. Donc, en fait, les entreprises ont aussi tout intérêt à créer des relations durables, à quelque part miser sur des collaborateurs pour que la collaboration dure le plus longtemps possible, en fait. Top. Merci, Céline. Et d'ailleurs, si on revient sur la première promotion Invest in Tech People, quels sont un peu les chiffres clés sur cette expérimentation, les taux de réussite, où en sont rendus aujourd'hui ces apprenants, et qu'avez-vous appris de cette première expérimentation pour améliorer la seconde? Alors, on a eu, il me semble,
14 candidats qui ont intégré la promotion. Il y a une personne qui a arrêté la formation en cours de route. Là-dessus, ce qu'il faut savoir aussi, et ce que ça nous a appris, c'est que se lancer dans un parcours de reconversion professionnelle, se lancer dans une formation, ça demande du temps, ça demande de la disponibilité, ça demande de pouvoir aussi prendre le temps de se former peut-être le soir. Donc ça a des impacts sur la vie personnelle, bien que la formation soit rémunérée. Voilà, c'est une nouvelle organisation à trouver pour 3 mois. Donc voilà, il faut que chacune des parties sache aussi à quoi s'engager. Donc ça vaut pour les candidats. Donc il faut aussi que nous on communique correctement sur l'engagement. Donc tous les candidats qui ont poursuivi la formation ont intégré leurs entreprises. Par contre, comme tu disais, donc il y a une partie de la formation qui a dû se terminer à distance, donc ça a nécessité aussi de la part de l'organisme de formation qui était Centrale Nantes, d'assurer un suivi encore plus régulier des candidats du fait de la mise en place des cours à distance. Après, du fait de la crise sanitaire également, il y a eu moins de missions, donc intégrer des collaborateurs post-confinement. Il y a certains des collaborateurs qui n'ont pas pu être positionnés sur des missions chez le client directement ou alors sur d'autres types de missions. Par exemple, sur les développeurs Java, il me semble qu'il y avait une personne qui était positionnée sur de la recette. Donc voilà, ça, il y a eu quelques écueils, on ne va pas se mentir, mais en tout cas, malgré tout, la plupart des candidats sont restés dans les ESN qu'ils ont intégrés à l'issue de la formation. Et justement, c'est de passer de cette première expérimentation, de voir un peu pas les manquements, mais les trous dans la raquette. C'est ce qui vous a permis de passer de 400 heures à 600 heures, en tout cas d'augmenter le nombre d'heures pour exactement. Rendre... C'est vraiment le côté, on intègre des candidats au bout de 400 heures, comme le disait Léa, on ne devient pas développeur en 400 ni en 600 heures. Donc l'idée, c'est aussi d'aller chercher de nouveaux soutiens pour avoir une formation un peu plus longue. Alors là, pour les deux, la promo data, la promo Java, Pôle emploi a réussi à avoir des financements supplémentaires. On espère que ces financements pourront être pérennisés, puisque c'est vraiment à la fois au bénéfice des apprenants et au bénéfice des entreprises. Mais toujours est-il que les entreprises sont au fait, les apprenants sont au fait, qu'il faudra quand même continuer à monter en compétences une fois qu'ils ont intégré l'entreprise. Merci Céline. Alors, dernière question pour Léa, avant de laisser la parole à Morgane et Paul sur eux et elles. En tout cas, j'essaie de mixer avec l'écriture inclusive, c'est compliqué. Mais donc, vous deux, Morgane et Paul, vos témoignages. Léa, on a parlé d'Invest People. J'ai donné un mot un peu bizarre, POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs je sais qu'il en existe plein sur la reconversion qui aujourd'hui existent en Pays de la Loire. Est-ce que tu peux nous les citer ou nous les décrire en quelques mots? Alors du coup, je vais pouvoir citer ceux pour lesquels nous, les psys, on peut accompagner. Donc oui, pour revenir un peu sur le dispositif POE, donc c'est celui qui a suivi Morgane. Les POE, ce sont des formations qui sont établies en partenariat avec Pôle emploi. Donc il y a différents types de POE. Si jamais il y a si c'est pour répondre à des besoins d'entreprise le plus rapidement possible et qu'il y a des entreprises partenaires, dans ce cas-là, on appelle ça une POEI. Si jamais, c'est simplement pour répondre à un besoin du secteur, mais sans avoir d'entreprise à proprement parler, c'est ce qu'on appelle les POEC. Donc, voilà, ce sont des formations en lien avec Pôle emploi. Donc, les personnes qui se positionnent sur ces formations, sur ces dispositifs, ce sont des demandeuses d'emploi. Et généralement, ce sont des formations qui préparent à un métier en particulier et non pas seulement sur un langage ou autre, ça prépare vraiment à un métier. Donc, ce sont des formations qui durent généralement 3 mois, donc à peu près 400 heures. C'est beaucoup plus rare d'arriver à passer au-dessus. Sinon, après, en termes d'autres dispositifs, il y a aussi le CPF. Le CPF, c'est quelque chose auquel tout salarié a accès. Donc, au fur et à mesure de nos années d'expérience, on cumule des droits de formation et il y a beaucoup de personnes qui font la demande de financer des formations par ce biais-là.
Nous, en tout cas, à l'EPSI, on encourage ce dispositif. On a des personnes qui nous contactent et qui nous disent, voilà, j'ai un certain nombre d'heures de CPF, quel type de formation je peux suivre. Et en fait, on répond aux besoins. Donc là, c'est un dispositif qui est plutôt, plus personnel. C'est vraiment à la personne qui souhaite se reconvertir ou suivre la formation de faire la demande. Après, comme autre dispositif, on va avoir des dispositifs régionaux, tels que IDP par exemple, mais je sais aussi que nos autres campus, parce que l'EPSI est présente sur tout le territoire, nos autres campus aussi ont des partenariats spécifiques avec certains centres, que ce soit de la formation ou même des centres, des entreprises ou encore des organismes de financement. Donc, tout dépend de l'endroit où on se situe, de la ville où on est. Il y a aussi des dispositifs régionaux. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la VAE, donc c'est la validation d'acquis par expérience. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'arriver à obtenir une certification ou un diplôme par le biais des expériences qu'on a pu avoir tout au long de sa carrière. Nous aussi, on a pas mal de demandes à l'EPSI. Quand c'est comme ça, en fait, la personne nous contacte. On la met en relation avec notre responsable pédagogique qui convient d'un échange, du coup, qui va poser des questions un peu sur l'expérience professionnelle. Et après, on a une équipe nationale qui valide ou non cette demande de VAE. Comme autre dispositif, on va avoir ce qu'on appelle la reconversion ou la promotion par alternance Pro-A. Le nom est un petit peu long. Mais en fait, ce dispositif s'adresse aux salariés, en fait, qui sont dans leur entreprise et qui se voient du coup proposer une évolution professionnelle, mais qui n'ont pas forcément le diplôme requis. Et l'entreprise, en fait, pour une question de grille, peut demander à cette personne de se former un petit peu. Alors en fait, ce dispositif est accessible aux personnes qui ont un bac+3 maximum. Donc, toutes celles qui sont en dessous sont éligibles en tout cas. Et là, c'est à voir avec son entreprise. Mais c'est vraiment dans le cadre d'un changement de poste qui implique une montée en compétences et du coup une montée hiérarchique également. Et après, comme autre dispositif, on va avoir les dispositifs plus classiques de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, qui sont des contrats d'alternance et qui, après, c'est en fonction de chaque personne, en fonction de son expérience et de ce vers quoi elle veut aller. Et je crois qu'on a aussi le GEN, Grande École du Numérique. Je ne sais pas si Céline ou si Léa, vous connaissez. Alors, j'avoue que nous, on ne propose pas. Enfin, moi, je n'en ai pas entendu parler par le biais de l'EPSI, mais peut-être que Céline en a entendu parler, en effet. Effectivement, ce sont des formations donc, certifiantes et donc accessibles sous réserve de répondre à certains critères. J'avoue que ce n'est pas quelque chose que je connais bien, mais en tout cas, je vais vous mettre le lien du site internet et donc toutes les formations labellisées sont répertoriées. Et puis, il y a des filtres aussi par critères géographiques. C'est l'objectif aussi du 21 septembre, c'est que pour répondre à toutes ces questions, parce qu'on en a cité quelques dispositifs. La reconversion professionnelle, elle peut prendre par plein de formes différentes. Lors du webinaire du mardi, une des personnes qui témoignait a parlé d'un autre dispositif. Donc, vraiment, je vous incite à venir le 21 septembre pour échanger avec Pôle emploi, l'APEC ou même la TEDx Nantes Métropole pour un peu connaître tous ces dispositifs parce qu'on peut avoir plusieurs mécanismes pour vraiment s'engager et répondre aux différentes questions financières que vous pouvez avoir aussi. Merci Céline, Léa. Alors, je vais laisser un peu la parole aussi à Paul et Morgane pour savoir un peu comment s'est passé leur reconversion, quels dispositifs aussi ont pu bénéficier Paul et Morgane. Je vais commencer par Paul. Alors, bonjour Paul, toi tu as 28 ans et tu as arrêté tes études supérieures en maths physique il y a quelques années et pendant 3 ans, tu as enchaîné des petits boulots avant de revenir sur les bancs d'école. Et donc aujourd'hui, tu as rejoint la deuxième promotion d'IDP, donc Invest Digital People, pour devenir développeur data. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ce métier de développeur data ? Bonjour tout le monde déjà. Alors, développeur data, j'ai commencé déjà la formation le 25 mai. Je ne l'ai pas encore tout à fait terminée. Elle se terminera le 8 octobre. Et développeur data, c'est assez vaste. On a quand même des modules, on a une dizaine de modules différents qui peuvent durer d'une journée et demie jusqu'à 1 mois et demi. Notamment, le dernier mois qui me reste,
sur un module sur Power BI, qui est un outil de data visualisation et de reporting. Au niveau de la data, on commence avec un langage d'interrogation de base de données qui va s'appeler SQL. On va faire un peu de Java, qui est un langage de programmation, mais qui va surtout nous servir à avoir des notions d'algorithmie. On va avoir une grosse partie sur ce qu'on appelle les ETL, qui est la partie un peu plomberie de la data. On va gérer des flux, on va nettoyer la donnée. C'est vraiment très vaste. Comme certains le disaient, en 600 heures, on ne peut pas toucher à tout. Donc, il y a certaines parties qu'on va survoler. Pour autant, ça va nous donner quand même des très, très bonnes bases. On sera opérationnel ou plus ou moins opérationnel en arrivant en entreprise dans toute notre promo. Ça, c'est sûr. Et concernant l'entreprise, donc normalement, j'y arrive en CDI immédiatement à la fin de la formation. Ça, c'est très agréable. Et j'ai eu l'occasion de les recruter pendant une demi-journée déjà. On est d'autres de notre promo sur les 11 à avoir déjà passé une journée ou plus dans la formation. Et moi, j'arrive dans une petite ESN nantaise. Donc, on sera à peu près une vingtaine de personnes dans ma BU. Et donc là, je vais toucher à tout, vraiment à tout. Le département est en construction, il est tout récent. Donc, je ne vais pas avoir de spécialisation, en tout cas au début. Donc, je vais pouvoir faire autant du reporting que de l'analyse de données, ce qu'on peut connaître sous les noms de data mining, analyse data, data engineer, faire du reporting, faire du data storytelling. C'est vraiment très large. Là où d'autres personnes de ma promo qui arrivent dans des plus grosses structures vont bien sûr avoir un temps d'adaptation au début et savoir ce qu'ils préfèrent et vont pouvoir se spécialiser sur la fin. C'est vraiment très large en fait. Et donc, du coup, à partir d'octobre, tu rejoins CID, donc groupe CID, qui est aussi partenaire de l'événement qu'on pourra retrouver sur le Safari des métiers le 21 septembre, pour un poste de toujours développeur data ou c'est développeur BI? La fonction a été actée? Alors, c'est pas... Si, en soi, je serai consultant BI. C'est pas encore acté définitivement, mais normalement, j'aurai le titre de consultant BI. Donc, BI pour Business Intelligence. C'est ça. Merci beaucoup, Paul. Bonjour, Morgane. Alors, toi, tu as 33 ans et après 10 ans dans le commerce et la relation client dans différents pays, tu ressens le besoin de changer de voie. Et donc, en décembre 2020, tu décides de reprendre tes études à 100% dans le numérique. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter ta formation? Alors, j'ai compris que c'était développeuse cybersécurité. Alors, oui. Et le métier que tu vises. Oui, pour le coup, comme le disait Léa, j'ai suivi une POC en cybersécurité, développeur cybersécurité. Donc c'était une formation de 400 heures qui a duré 3 mois, donc très très intense, où pour le coup on aborde énormément de modules différents, autant sur le plan du développement, de la programmation, ça peut être du Java, du Python notamment, nous ce qu'on a vu, mais aussi tout un aspect réseau et sécurité, donc tous des modules liés à la sécurité. Donc ça, c'était la première partie de la formation qui me permet aujourd'hui d'avoir accès, en tout cas de continuer de poursuivre à l'EPSI en Bachelor 3, en 3e année. Donc ça, c'est une première partie de ma formation. Et comme moi, je suis alternante, donc en contrat de professionnalisation, j'ai une seconde partie de ma formation qui se passe en entreprise pour le coup, où là j'ai fait le choix de m'orienter beaucoup plus côté réseau que développement, ce qui m'a permis de confirmer cette POC de 3 mois où j'ai pu aborder énormément de sujets. Et donc aujourd'hui tu es en entreprise, tu as rejoint l'entreprise cet été. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ton métier, ce que tu fais aujourd'hui dans cette entreprise? Oui, donc j'ai rejoint il y a 3 semaines Axians, qui est la branche IT de Vinci Énergie. Aujourd'hui, je suis administratrice sécurité et réseau, donc en train d'apprendre. Pour l'instant, je regarde beaucoup, j'essaie des choses et on me montre beaucoup de choses. L'objectif, c'est de faire des études pendant 3 ans, c'est d'aller vers un bac plus 5. Et les métiers qu'on peut viser sont ici, en tout cas tous mes collègues, sont ingénieurs en réseau ou ingénieurs sécurité réseau, cybersécurité. Merci beaucoup, Morgane. Alors, quand on a échangé avant pour préparer cette table ronde, tu m'as confié que tu avais quand même un profil technique à la base. Et finalement, par le biais des choses, tu as entamé des études donc en infographiste 3D,
mais tu es allé vers la relation client et le commerce. Pourquoi ne pas avoir choisi de continuer dans cette voie technique et d'avoir du succès en fait? Ouais, déjà, la première chose, c'est que quand on a 18 ans et qu'on a son bac, on n'est pas tellement sûr de ce qu'on veut faire dans la vie. Et en général, on va se tourner vers ce qu'on aime. Forcément, moi, à 18 ans, j'étais plutôt consommatrice de cinéma, d'animation et de jeux vidéo. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, j'étais partagée entre l'art et l'informatique. Toujours cette dualité un petit peu qui existe. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça m'a amenée à ces études, ce qu'on appelle des études passion. J'ai adoré faire ça et j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là pendant une petite année. Et j'ai été amenée à un moment donné à mettre en avant ce que je produisais. Voilà, on produit des choses en 3D. À un moment donné, il faut aussi faire de l'argent quand on est en entreprise. Donc, il faut mettre en avant ce qu'on fait. Donc, j'ai été amenée à tâter un peu le milieu du commerce et de fil en aiguille, j'ai pu rejoindre un groupe de télécommunications, pour le coup, qui s'est très bien occupé de moi, qui m'a permis de m'épanouir dans ce que je faisais. Et une nouvelle voie s'est ouverte simplement commerciale et dans laquelle je suis restée 10 ans parce que belle opportunité, puis super entreprise qui m'a accompagnée là-dedans. Merci beaucoup, Morgane. Paul, même constat, donc arrêt des études et puis un moment, un déclic, une volonté quand même d'aller vers le numérique, une petite appétence. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus pour trouver un métier et comment ça s'est passé avant de vraiment te dire, allez, c'est bon, j'y vais, je me lance sur cette formation? L'appétence pour... donc c'est vrai que j'avais arrêté les études depuis 3-4 ans, donc je vivais de petits boulots, vraiment... J'ai fait énormément de choses diverses et variées. Et l'appétence via le numérique est toute simple à la base, c'est vraiment les jeux vidéo en fait. Et j'ai eu un moment envie d'y retourner. Alors l'univers est vaste. Et au cours de mes petites expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'aider une amie à développer un site internet. Donc je me dis, tiens, ça a l'air sympa, donc je vais devenir développeur web. Donc j'ai commencé à prendre des cours en ligne, etc. Puis une autre opportunité s'est présentée, là plutôt orientée système et réseau, donc plus côté infra. Et je me suis dit, tiens, ça peut me correspondre aussi. Donc c'est vraiment plein de petites opportunités comme ça qui m'ont permis de découvrir le milieu. Et ensuite, le Covid est arrivé. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Des formations refusées parce que je cherchais absolument en alternance. Donc je savais pas, je saisissais des opportunités, j'essayais de me diriger vers de l'intérim en me disant, j'ai pas de formation, j'ai pas d'expérience, je vais commencer par le bas. Et depuis peu de temps, je m'étais inscrit justement sur les listes POEI et POEC. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de rejoindre la data et que je connaissais pas beaucoup. Et en me renseignant de plus en plus, je me suis dit, c'est sympa. Je m'étais rendu compte que le côté développeur me plaisait pas trop et il y en a très peu en data. Enfin, c'est pas une compétence nécessaire. Et à côté de ça, il y avait beaucoup de chiffres et j'adorais les maths qui revenaient à mon cursus initial. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Merci, Paul. Alors, donc aujourd'hui, toi, tu as seulement le bac. C'est ça. La légende dit que l'informatique, c'est que pour les ingénieurs, les diplômés, les bac plus 5. Selon toi, quelles sont les compétences les plus recherchées dans le numérique et les opportunités pour les personnes qui ont soit pas le bac ou à minima à bac plus 2? Je dirais que donc du coup, c'est pas nécessairement des compétences techniques. J'en avais très peu. J'en avais appris quelques-unes via les jeux vidéo toujours. Mais je dirais qu'il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer aller chercher l'info. Il faut farfouiller partout. Il faut pas aller baisser les bras. L'échec fait partie intégrante du métier, je dirais. Le monde évolue tellement que c'est même pas forcément vos intervenants qui vont avoir les réponses. Donc, il ne faut pas se décourager quand on ne peut pas vous la donner. Il ne faut pas se décourager quand vous ne la trouvez pas tout de suite. Il n'y a pas de... Donc oui, la motivation, la curiosité et je dirais ne pas avoir peur de se tromper. C'est vraiment les grandes qualités qu'il faut pour réussir dans ce milieu. Et je pense qu'on peut l'étendre à peu près tout l'univers du numérique, sans souci de ce côté-là. Léa, toi, en tant qu'organisme de formation, quand quelqu'un vient te voir et qui n'a pas le bac, voilà, même question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette image ou cette légende qu'il faut avoir un bac plus 5 ou au contraire, maintenant, les cartes sont redistribuées? Comment aujourd'hui la question du diplôme est abordée au sein des entreprises?
Je pense que ça a quand même bien évolué dans le positif, même si je pense qu'on a encore du chemin à faire. En tout cas, maintenant, sur des recrutements ou sur des admissions, on ne demande pas nécessairement le bac. On peut demander un niveau bac, donc ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ont été jusqu'au bac mais qui ne l'ont pas forcément obtenu. Tout simplement parce que, comme le disait Paul, le secteur du numérique, et sûrement d'autres, hein, mais c'est le seul que je connais, donc je parie pour celui-là. En fait, la meilleure approche pour apprendre reste le terrain, reste les expériences. Alors oui, nous, en tant que centre de formation, on va dispenser toute la partie pédagogique, formation, connaissances de base, etc. Et on va aller de plus en plus loin, plus les années vont passer. Mais il n'empêche qu'une personne qui est motivée, réellement motivée, qui s'est renseignée et surtout qui est curieuse, Paul l'a dit, je pense que la plus grande qualité en informatique, en numérique, dans le digital, c'est la curiosité. Tout simplement parce que c'est un monde qui évolue extrêmement vite. Donc, si on ne se tient pas au courant, si on ne regarde pas, si on ne se renseigne pas, si on n'est pas curieux, là, ça peut être un peu compliqué. Donc, une personne qui n'a pas le bac, mais qui est curieuse, eh ben, elle a toutes ses chances, en tout cas d'un point de vue formation, pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et si je peux me permettre, donc du coup, je n'avais pas le bac, aucune expérience dans le milieu, et ça ne m'empêche pas de réussir aujourd'hui, de m'en sortir bien, vraiment bien. Et pour donner une idée, c'est qu'on va toucher, allez, on va dire 5-6 outils qui vont servir pour 2 tâches différentes, mais d'une entreprise à une autre, ce ne sera pas les mêmes outils. Et un outil qu'on a pu voir hier, eh ben, en fait, ne sera plus d'actualité demain. Et donc, il faut constamment réapprendre, il faut constamment être à l'affût de ce qui va sortir, de ce qui va... Donc, en soi, nos compétences techniques, on les apprend tous les jours, en fait. On n'est jamais dans une maîtrise parfaite, sauf si la technologie devait être stable sur plusieurs années. Et d'ailleurs, Paul, ça rejoint une étude aussi de l'ORCN, je crois que c'était en 2019, sur les attentes des employeurs, où les compétences techniques n'étaient même pas dans le top des attentes, et on était vraiment plutôt sur la question des compétences douces, donc les soft skills, c'est ces compétences humaines, puisqu'on sait très bien que chaque entreprise a ses process, ses outils, et donc est plutôt prête à accompagner des profils, et à former des profils sur ses propres process. Mais par contre, il y a vraiment des compétences humaines qui sont très demandées et qui ne demandent pas forcément d'école ou de formation. Céline, si tu confirmes, je crois que c'était... Oui, effectivement. Après, bon, ça se limite pas évidemment aux soft skills. Il faut quand même des compétences techniques, on va pas se mentir. Mais tout ce qui est méthodologie de gestion de projet, enfin savoir travailler en équipe. Paul, tu dis la curiosité, mais finalement, c'est savoir aller chercher de l'information, que ce soit sur Internet, que ce soit auprès de ses collègues, enfin voilà, que ce soit auprès des personnes avec qui on va aller travailler. C'est ces compétences-là aussi qui vont pouvoir faire la différence au sein d'une entreprise. Donc ouais, je te rejoins tout à fait sur les soft skills qui sont aussi essentiels. Merci beaucoup Céline, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par le chat, on y répondra avec grand plaisir. Alors toi Morgane, on l'a vu, il y a sûrement 1000 possibilités pour entamer une reconversion professionnelle. Comment s'est déroulé le processus pour toi? Et je sais qu'il y a eu plusieurs étapes dans ce processus. Oui, en effet, entamer une reconversion, c'est pas quelque chose d'évident. Déjà par rapport à soi-même, prendre la décision de je vais changer de domaine d'activité, je vais recommencer quelque chose à zéro, du point de départ, quand on a quelques années avant ça d'expérience dans un autre domaine, c'est pas évident comme démarche. Donc d'abord, c'est bien se poser des questions à soi-même de qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers où j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît moins et qu'est-ce qui me plairait bien demain, donc de manière assez globale et générale, théorique. Voilà, de quoi j'ai envie moi maintenant à ce moment-là. Ensuite, j'ai commencé par faire des recherches sur ce qui existe sur Internet. Donc, j'ai tendance à dire quand on me pose des questions là-dessus, c'est vraiment la jungle. Il y a énormément de choses. Donc, c'est super compliqué quand on est tout seul de trouver des informations vraies, les bonnes informations et les bons chemins pour se former. Surtout que tous les chemins ne sont pas ouverts justement au profil un peu plus atypique et en reconversion, surtout sur des domaines très spécifiques et spécialisés comme la cybersécurité.
Parfois, il y a des portes fermées simplement parce qu'on n'a pas 20 ans et qu'on vient pas juste d'avoir le bac et que c'est pas le bon chemin pour se former. Donc, c'est la première chose, c'est se renseigner sur ce qui existe. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et donc, il y a des organismes qui permettent d'accompagner là-dedans. Et pour le coup, Pôle emploi, sur ce coup-là, ça a été plutôt pertinent. Et en tout cas, moi, dans mes recherches et dans mes décisions, j'ai commencé par faire des cours du soir pour confirmer que c'est ça que j'avais envie de faire, pour me challenger un peu aussi là-dessus, pour passer des partiels et me dire est-ce que je peux y arriver, parce qu'il y a besoin de ça aussi, de se donner confiance sur la capacité à reprendre des études. C'est une première chose. Et donc, après des cours du soir, j'ai décidé de passer à 100% de mon temps sur cette reprise d'études, parce que juste des cours du soir, c'est pas suffisant pour atteindre son objectif et pouvoir aller obtenir les diplômes qu'on souhaite. Et donc à intégrer la POEC développeur cybersécurité qui a été donc proposée à ce moment-là. Et donc j'ai rejoint cette POEC et donc ça relance ma reconversion complètement. C'était pas le projet au départ, c'était tombé un petit peu sur le feu comme ça, j'avais pas prévu, je connaissais même pas cet organisme, enfin cette possibilité-ci. Et donc voilà, maintenant ça m'a permis d'avoir une passerelle dans cette reconversion et de rejoindre les psys. Et puis là, je vise le bac+5. J'étais pas certaine au départ d'aller jusqu'à un bac+5 et je connaissais pas forcément tout le chemin. Mais finalement, quand on se renseigne, d'apprendre, faire les choses et d'être accompagné par les bonnes structures, on trouve le bon chemin pour trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire, à ce qu'on a envie de faire. Merci Morgane. Alors d'ailleurs, toi, tu as quitté un poste intéressant, des conditions favorables, avec un salaire aussi confortable. Aujourd'hui, reprise d'études pour plusieurs années. Quels sont les aménagements à prendre en compte et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer? Voilà, en toute transparence, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Et voilà, comment on se lance dans cette voie? Ouais. Bon, déjà pour rassurer tout le monde, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés, sinon on le ferait pas. Les choses à prendre en compte, je dirais que le premier point, c'est vraiment le temps, la possibilité de donner du temps et de s'investir. Parce que si on est vraiment dans une démarche de réapprendre beaucoup de choses, et souvent on a une vie aussi sur le côté d'adulte depuis pas mal de temps maintenant. Donc faut du temps, faut pouvoir travailler et pouvoir allouer beaucoup de temps sur ce nouvel apprentissage. Évidemment, il y a un petit sacrifice qui est financier, mais quand on est dans une réflexion normalement de reconversion, c'est quelque chose qu'on sait dès le départ, quand on prend la décision de se lancer sur ce chemin-là. Et ensuite, simplement se donner les moyens de ses ambitions, comme j'aime bien dire. Si moi, mon objectif, c'est d'avoir un master dans un domaine précis, je sais que pendant 3 années, comme je l'ai dit, je dois donner du temps, je vais gagner moins d'argent et je vais devoir m'investir à 100% là-dedans. Merci. Mais pas d'autres sacrifices spécifiques. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Je pense que c'est important de dire qu'il y a des bons côtés, mais il y a aussi toute cette partie aménagement à prendre en compte et que ça se fait, c'est possible. Après, il y a chacun investit le temps qu'il veut, en tout cas en fonction du projet. Léa, toi, de votre côté, sur la question de la reconversion, les candidats et candidates que vous pouvez voir, est-ce que vous avez vu peut-être des éléments qui font qu'on échoue ou qu'on n'y va pas? Voilà, un peu au regard de votre expérience, est-ce que tu as des points de vigilance à donner ou des recommandations? Alors oui, on a eu pas mal de... Oui, si on a eu forcément des... Je ne considère pas ça comme des échecs, mais des personnes qui finalement se sont retirées du projet. Morgane, il me semble qu'il y en a eu dans la promotion. Moi, en tout cas, ce qui apparaît, c'est, comme le disait Morgane, d'être conscient qu'une reconversion professionnelle va demander énormément de temps, énormément de disponibilité. Et généralement, en fait, les personnes qui s'arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à lier en fait la reprise d'études et leur vie personnelle, ce sont des personnes qui peuvent avoir des enfants en bas âge, parce que voilà, il y a le rythme aussi de la vie personnelle derrière. On en a qui y arrivent très bien, mais parce que peut-être le conjoint sur cette période se rend plus disponible ou voilà. Quand on est tout seul, je pense qu'il y a forcément des aménagements à faire, mais voilà, on est tout seul, donc on le sait, on va le faire. Quand on est en couple, il faut forcément parler avec son conjoint, et quand on est en famille, je pense que c'est un projet de famille, mine de rien, c'est pas à négliger, parce que ça va impacter un petit peu le rythme du quotidien pendant une courte période, si on s'arrête sur le format 3 mois, ou plus longtemps si, comme Morgane, on poursuit sur un bachelor ou alors même jusqu'à un bac+5.
Donc, voilà, généralement, les profils qui finalement se désistent, c'est parce que, voilà, trop difficile d'allier la reprise d'études et la vie personnelle, parce que ce sont des formations qui sont courtes et qui sont extrêmement denses. Enfin, ça n'a rien à voir avec un rythme classique comme peuvent avoir nos jeunes EPSiens en formation initiale. C'est extrêmement dense. On prévient toujours. C'est toujours ce qu'on dit à la réunion d'information. Préparez-vous, parce que clairement, c'est costaud. Mais voilà, si on en est conscient, si à côté, on a aussi des dispositions personnelles qui nous permettent de le faire, normalement, ça se passe bien. Merci Léa. Avant de terminer avec Paul et nous quitter, bons amis, j'aimerais justement revenir sur cette question de profil et aménagement. Céline, je sais que ton rôle aussi, c'est de porter la RSE au sein d'ADN Ouest. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réflexions autour de la mixité notamment, parce qu'on sait qu'on manque de femmes dans le numérique, mais il y a aussi la question de la garde d'enfants, de la monoparentalité. Est-ce que c'est des sujets que vous commencez à porter ou commencez à réfléchir au sein d'ADN Ouest ou auprès des entreprises? Alors, effectivement, le sujet de la mixité est de plus en plus traité. Aujourd'hui, on va aussi aller essayer de sensibiliser les jeunes filles pour lever certains freins et pour le fait de leur dire que les filières scientifiques sont accessibles, le numérique est accessible et que c'est même aussi souhaitable justement de diversifier les équipes, que ce soit par le biais de profils différents, mais aussi faire en sorte que les équipes soient constituées d'hommes et de femmes. Après, sur la question de la garde d'enfants, tout ça, je t'avoue que c'est des sujets sur lesquels on est peut-être un peu moins avancé. Et au niveau de l'association, j'entends. Après, ce sont peut-être des sujets qui seront traités au sein des directions RSE des différentes entreprises. Je pense notamment, par exemple, à Accenture. Alors là, je vais revenir sur la question mixité. Mais Accenture, quand l'entreprise s'est engagée dans IDP dans la prochaine promo, elle nous a dit, moi, je veux un candidat femme et un candidat homme. En fait, je veux une mixité au sein des candidats que je vais recruter. Donc, c'est aussi des objectifs que les entreprises peuvent se donner. Et après, sur la facilitation au quotidien, je t'avoue que je suis moins... Il n'y a pas de mal, mais sur le sujet. Il n'y a pas de mal, mais en tout cas, je pense que c'est des sujets aussi qui sont importants à aborder et qui commencent à être abordés dans les entreprises. Mais voilà, il faut y aller par étapes. La reconversion déjà dans un premier temps, et après dans la reconversion pour tous et toutes dans un second temps. Paul, toi, dernier mot, si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut faire carrière dans l'informatique ou dans le numérique ou qui veut se lancer sur un projet, quels conseils donnerais-tu? Oh là, on a compris le temps, l'investissement. Ouais. Mais est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager? Oui, alors je les rejoins toutes les deux sur le temps et sur l'intensité des cours. C'est vrai qu'on est tous fatigués dans la promo. Pour autant, on adore se lever le matin et venir en cours. Ça, c'est une certitude. On est tous épanouis, je pense, dans ce domaine-là. Et je dirais du coup, surtout, bien se renseigner. Ne pas hésiter à parler autour de soi, parce que je l'ignorais, mais j'avais plein d'amis qui avaient des parcours similaires, à qui je pouvais poser des questions, échanger. Donc, c'est vraiment bien se renseigner avant de se lancer dans un projet comme celui-ci. Merci, Paul. Et justement, j'insiste aussi sur ça. Aujourd'hui, le numérique, quand même, a la particularité d'être généreux dans le réseau, dans la transmission, dans le partage. Moi, je vous invite aussi beaucoup à passer par les réseaux sociaux. Si à un moment, il y a un métier qui vous intéresse, de contacter une personne pour savoir c'est quoi son métier, c'est quoi son quotidien, par quel cursus, avoir vraiment ces points de contact. Je vous invite aussi à venir le 21 septembre au Safari des métiers du numérique à la Altis Ouest. L'objectif, c'est vraiment être sur cette promotion des métiers auprès des profils en reconversion. Donc, tous les organismes de formation, tous les acteurs de l'emploi et toutes les entreprises sont engagées sur ces sujets-là. En tout cas, vraiment profiter de ces conférences-là, du réseau et du 21 septembre pour continuer à vous informer et vraiment définir votre projet. C'est avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre participation. Demain, un nouveau webinaire. Celui-ci sera disponible en replay à la suite de notre rencontre. Céline, est-ce que tu veux donner une dernière astuce ou une info de dernière minute à nous? Écoute, on a beaucoup parlé des métiers du développement dans cette conférence. Alors, les métiers du numérique, ils sont multiples. Il n'y a pas que les métiers du développement.
il y a des métiers du support informatique, enfin voilà, il y a des métiers dans la communication, dans le marketing, dans le développement commercial. Donc voilà, c'est un écosystème qui est foisonnant. Comme on disait, venez rencontrer les entreprises, participez aux événements, affinez votre parcours, n'hésitez pas à poser des questions pour trouver vos réponses, pour confirmer ou infirmer du coup un projet de reconversion dans ces métiers-là. En tout cas, il y a aussi TEDx Nantes Métropole, donc piloté par Cindy Pajot, qui propose après le 14 septembre, donc après ces rencontres-là, des focus sur les métiers du numérique qui recrutent avec un bac plus 2 ou sans bac plus 2. Donc voilà, l'objectif jusqu'au 21 septembre, c'est de continuer à vous informer sur les métiers, les opportunités d'emploi, et que vous soyez d'ici fin septembre, en tout cas prêt ou prête à vous lancer dans cette reconversion. Merci encore pour votre participation. On se retrouve pour la plupart le 21 septembre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir.